si cette réforme passe, eh bien, je vous prédis tout de suite qu'elle sera soumise à la Cour suprême. La Cour suprême l'annulera en grande partie, et alors nous aurons des allers-retours entre la Cour et la Knesset, et ça se terminera très très mal. Ça ne pourra se terminer qu'en coup d'État, et c'est là que je vois le grand danger. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec le professeur Claude Klein. Professeur Klein, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je dois avouer que depuis qu'on parle beaucoup de cette réforme judiciaire de Yariv Levin, eh bien, moi, il y a une question qui me turlupine parce que je sais que vous êtes très proche et vous connaissez bien le professeur Aaron Barak, qui est, on va dire, à l'origine de certains changements majeurs qui sont intervenus dans le monde de la justice ces 30 dernières années. Je me suis posé la question, je me suis demandé ce que vous lui diriez si vous aviez à le rencontrer actuellement, après son interview que l'on a vue sur la première chaîne de télévision. Est-ce que vous lui diriez « Kol hakavod » ou est-ce que vous lui diriez « Dans quelle pagaille tu nous as mis » ? Non, écoutez, j'ai trouvé que son interview était vraiment absolument remarquable. D'abord parce que c'est un personnage remarquable avec son passé, avec tout ce qu'il a fait. Il a commis quelques erreurs et qu'il a d'ailleurs reconnues. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est un des personnages les plus importants dans notre histoire juridique, peut-être le plus important, et qui, notre Cour suprême, vous le savez sans doute, est connue dans le monde entier, respectée dans le monde entier à cause de tout ce qu'il a fait, lui, pas seulement lui, il y a eu le juge Shamgar également, et donc non, je le féliciterai. Pourquoi finalement, si il est aussi célèbre, si vous vous le couvrez, on va dire, de compliments, eh bien, on en est arrivé là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé ces dernières années, qui suscite aujourd'hui une réaction du pouvoir actuel de la droite israélienne, avec ses composantes, c'est-à-dire les couches sociales plus défavorisées, les sionistes religieux, les orthodoxes, on va dire, tous ceux qui ont le sentiment d'avoir été un peu mis à l'écart par la Cour suprême? Non, écoutez, je suis prêt à émettre une réserve sur ce qu'a fait la Cour suprême, mais ce que vous venez de dire, la situation de certaines catégories de juifs en Israël ou d'autres, n'a strictement rien à voir avec la Cour suprême. Le seul problème, c'est que il n'y avait pas assez de juges séfarades, par exemple, à la Cour suprême. Il y en a eu très très peu, mais ce n'est pas l'activité de la Cour suprême qui a plongé certaines couches de la société dans l'état où elles sont. Je suis prêt, si vous voulez, à admettre une critique même à l'égard de la Cour suprême. Nous avons eu une Cour suprême activiste, probablement la plus activiste au monde. Que veut dire activiste en matière judiciaire? Cela veut dire que elle n'hésite pas à intervenir dans un certain nombre de domaines où peut-être elle aurait mieux fait de s'abstenir ou d'intervenir de façon moins avancée, moins forte. Ça, je suis prêt à le reconnaître, et si l'on suit ce que fait la Cour suprême à l'heure actuelle, ou depuis quelques années déjà, on constate que la Cour a quand même compris cette leçon et qu'elle est moins activiste qu'autrefois. Voilà. Vous parlez essentiellement de ce dossier politique, ou à caractère politique? Oui, écoutez, si vous voulez, l'activisme de la Cour suprême se développe pour les citoyens dans deux domaines bien différents sur le plan juridique, et c'est important de l'expliquer. Il y a d'une part la fameuse décision de la Cour suprême de novembre 1995, Banca Mizrahi, par laquelle la Cour suprême a dit que les lois fondamentales étaient supérieures aux lois ordinaires et qu'elle pouvait donc annuler
une loi de la Knesset. C'était quelque chose d'extrêmement osé et elle l'a fait 22 fois depuis 1995. Et puis, le deuxième volet, c'est que la Cour suprême est également cour en matière administrative, ce qu'est le Conseil d'État en France. Et que par conséquent, elle peut on lui soumet, en France ça s'appelle recours pour excès de pouvoir, ici donc c'est le Bagatz, c'est la Cour suprême agissant comme haute cour de justice, on lui soumet des décisions administratives, certaines ne sont pas politiques, par exemple, vous avez demandé un permis de construire, le maire vous le refuse, ou la mairie vous le refuse, et vous contestez ce refus. Mais ça peut aussi être d'autres choses, beaucoup plus importantes. Je vous donne un exemple qui pour ma part m'a toujours frappé, la Cour suprême est intervenue sur la question du tracé du mur qui sépare, qui a été construit par Israël entre la Cisjordanie et Israël, en disant oui, ce tracé ne correspond pas à ce qu'il doit être parce qu'il enfreint trop sur les droits des Palestiniens qui vivent là-bas. Voilà un exemple où ce n'est pas la loi qui est jugée, mais une décision administrative en espèce militaire. Et justement, et à ce moment-là, à cette même période, il y a eu les expulsions des habitants du Gush Katif et le fait que, de la même manière, alors que la Cour suprême donnait le sentiment de se préoccuper du sort individuel des Palestiniens, bien, elle a donné le sentiment de se détacher totalement sous prétexte politique, qu'il s'agissait d'un dossier politique débattu par le gouvernement, du sort des habitants du Gush Katif. Est-ce que ce genre de discussion, de poids et de mesures, c'est pas ce qui a contribué à la perte de confiance de la Cour suprême au fil des ans? Parce qu'on le voit, cette perte de confiance, elle est évidente au sein de la société israélienne. Écoutez, non, il n'y a pas de poids de mesure, mais il y a des gens qui répètent depuis longtemps qu'il y a deux poids, deux mesures. En réalité, pour les Arabes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne participent pas ou presque pas aux manifestations actuellement, la Cour suprême n'a pas protégé les droits des Arabes, en particulier des Palestiniens dans les territoires, et donc il n'y a absolument pas eu de poids, de mesure. Alors oui, il y a une certaine perte de la confiance dans la Cour suprême, mais la confiance exprimée envers la Cour suprême est encore très supérieure à celle qui est exprimée envers la Knesset ou l'administration de manière générale. Et il faut bien dire aussi que, vous savez, ça ressemble un peu à cette histoire des Juifs. On leur lançait des saletés pendant très longtemps, et à la fin on dit bah vous êtes sales. Oui, alors si on dit pendant très longtemps la Cour suprême vous êtes ceci, vous êtes cela, même si ce n'est pas vrai, alors à la fin les gens perdent, et il y a effectivement, vous avez raison de le dire, une diminution de la confiance de la société, mais elle est encore assez forte. Alors, je vais rebondir sur votre argument concernant les gens sur lesquels on lance des saletés. Est-ce que finalement, à force de dire depuis un mois et de répéter, de dire et de répéter que bien la démocratie israélienne est en perte de vitesse, est en danger, qu'elle va s'effriter, s'effondrer, éclater, et qu'elle va se transformer, l'État d'Israël va se transformer en une dictature, finalement, là aussi, il n'y a pas une sorte de lavage de cerveau que subit une partie de la population israélienne, alors que finalement, on exagère un peu et que concrètement, personne n'a le véritable souhait de plonger l'État d'Israël vers une dictature? Alors, je ne pense pas que quelqu'un ait le souhait, sauf peut-être quelques extrémistes, de plonger Israël dans une dictature, mais il faut comprendre que si vous créez un système judiciaire qui est à votre botte, c'est-à-dire que vous nommez les juges, et vous nommez les juges que vous voulez, et les juges vous doivent tout, et bien peu à peu, la dictature, ou un semblant de dictature, va s'installer. Je ne pense pas que la dictature s'installerait du jour au lendemain si ces lois étaient finalement adoptées, mais le chemin est ouvert, il faut bien le comprendre. Vous nommez des juges et vous attendez d'eux qu'ils décident dans la direction qui est la vôtre, parce qu'ils vous doivent tout. Et je peux faire allusion ici, vous comprenez très bien à quel type d'affaires je fais allusion. Oui, vous parlez de Binyamin Netanyahou?
Ah, mais absolument. Regardez, Monsieur Benjamin Netanyahou, je ne sais pas s'il le fait pour cela, mais son procès va durer encore 2 ans, au moins, n'est-ce pas? Oh. Et supposez qu'il soit condamné. Il fait appel, ce qui est parfaitement son droit, devant la Cour suprême. Quels seront les juges à la Cour suprême qui le jugeront dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? En tout cas, c'est l'argument qui est avancé. Je ne le reprends pas pleinement, mais c'est l'un des arguments qui sont avancés. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle la majorité actuelle au pouvoir veut modifier le mode de recrutement des juges. C'est sans doute le point le plus important, à mon sens. Certainement. C'est aussi peut-être l'une des causes de ce mécontentement dont bénéficie la Cour suprême, de cette perte de confiance. Parce que finalement, la nomination il y a une commission qui nomme les juges et finalement, on a eu le sentiment, peut-être un peu nuancé ces dernières années, mais que au moins depuis la révolution judiciaire de Aaron Barak de 95, pendant au moins 20 ans, on a eu le sentiment que les juges étaient nommés calqués comme cela, c'est-à-dire nommés sous le même moule, conformément justement à l'idéologie judiciaire de Aaron Barak. Finalement, là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire, c'est peut-être une volonté de rééquilibrer, de retrouver une sorte d'équilibre au sein même de cette commission de nomination des juges. Oui, effectivement, on peut imaginer de modifier la composition précise, mais je vous signale que les juges dans la commission actuelle, il y a 3 juges sur 9 membres et qu'il faut une majorité de 7 pour nommer un juge. Alors on peut, et donc depuis que cette réforme a été introduite il y a 20 ans, comme vous l'avez dit, les nominations sont peut-être plus équilibrées. Maintenant, vous parlez d'un moule, mais écoutez, pour être juge à la Cour suprême, ce n'est pas comme être nommé directeur de la voirie ou d'autres choses. Il faut un certain nombre de qualités particulières, de connaissances juridiques, etc. Alors, il est vrai que très souvent, ces qualités juridiques, ces qualités-là se trouvent chez des gens qui ont un certain background social. Alors peut-être faut-il un peu imaginer de changer un tout petit peu cela, mais ne pas aller trop loin, car c'est ça qui a maintenu notre démocratie telle qu'elle est, et je crois que nous devons énormément à la Cour suprême. Alors, je voudrais essayer de faire un zoom out et puis essayer de vous demander comment on se sort de cet imbroglio actuel, de cette tension entre les deux courants majeurs dans la société israélienne. Est-ce que peut-être que, selon vous, le moment n'est pas venu, peut-être même dans le cadre de la réforme judiciaire de Yariv Levin, d'envisager l'instauration d'une constitution, d'envisager la création d'une deuxième chambre, comme on en parle, comme on dit, que lorsque les États-Unis peuvent désigner des juges par les hommes politiques, c'est parce qu'il y a des garde-fous par-ci, par-là, comme une deuxième chambre, comme une constitution. Est-ce que c'est pas le moment d'essayer de voir un peu plus loin et de créer ces deux garde-fous ? Oui, alors écoutez, il y en a un dont on parle beaucoup. Voyez-vous, en 1950, la Knesset avait décidé, dans une décision très connue qui s'appelle Harari, que la Constitution d'Israël sera préparée en forme de loi fondamentale séparée, dont chacune sera un chapitre de la future Constitution. Seulement, on n'a jamais expliqué comment ça devait se faire. Alors, ce qui est à l'ordre du jour depuis au moins une vingtaine d'années, mais n'avance pas, c'est de faire une loi fondamentale sur la législation. C'est en fait, le processus constituant qui arriverait ainsi à son terme. Expliquez-moi. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que, voyez-vous, on va discuter aujourd'hui, je crois, à la Knesset aussi, de ce qu'on appelle la loi d'Eri numéro 2. La loi d'Eri numéro 2 qui dit la Cour suprême ne peut pas discuter de la nomination d'un juge, d'un ministre, comme elle l'a fait la semaine dernière, il y a 15 jours, à propos de Deri. Mais pour être sûr que ça passe bien, on en fait une loi fondamentale. Pourquoi? Tout simplement parce que rien ne dit comment on doit faire une loi fondamentale. Donc il faut cette loi fondamentale sur la législation, et ensuite on pourra avancer. Alors pour la deuxième chambre,
peut-être une chambre de réflexion. On y a pensé déjà avec d'anciens ministres et puis également des gens qui seraient élus, une assemblée pas trop importante. En général, la deuxième chambre, la chambre haute, alors est plus petite que la grande, donc il y aurait peut-être seulement 40 ou 50 membres. C'est une possibilité pour modifier un peu, pour avoir quelque chose d'un peu moins violent à la Knesset, car comme vous le savez, à l'heure actuelle, les débats sont d'une extrême violence. Alors justement, ça sera ma dernière question, professeur Claude Klein, du haut de votre expérience de juriste de très haut niveau en Israël, vous êtes inquiet de ce qui est en train de se passer? Vous pensez que finalement la cohésion nationale aura le dessus finalement sur les grandes divisions auxquelles on assiste actuellement, ou non? En tout cas, je l'espère, mais je suis assez inquiet. Je suis inquiet et je voudrais préciser même pourquoi et comment. Je suis inquiet. D'abord, si cette réforme passe, eh bien, je vous prédis tout de suite qu'elle sera soumise à la Cour suprême. La Cour suprême l'annulera en grande partie, et alors nous aurons un système, un aller-retour, des allers-retours entre la Cour et la Knesset, et ça se terminera très très mal. Ça ne pourra se terminer qu'en coup d'État qui a le dernier mot. Et évidemment, le gouvernement est plus fort que la Cour suprême, et c'est là que je vois le grand danger. Eh bien, professeur Claude Klein, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur cette réforme qui suscite tellement de polémiques au sein de la société israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.